Parfait. Donc, merci de votre patience et bienvenue aux nouveaux participants. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite là, à vous présenter dans le chat pour expliquer en quelques mots votre intérêt d'être ici aujourd'hui, votre intérêt pour le sujet. Je suis en train de fermer aussi les micros des participants là, pour la durée de la présentation, juste pour assurer une qualité optimale du son. Bon, ça va pour l'instant. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Bienvenue à toutes et à tous au webinaire Le Biochar, applications agricoles et forestières. Je suis très heureuse de vous voir en si grand nombre. Donc, on a une quinzaine de participants, une vingtaine quasiment de participants en direct et plusieurs autres qui se sont inscrits indirectement. Donc, ça me surprend pas. C'est un sujet qui est super intéressant et encore peu connu. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, je travaille chez Régénération Canada. Régénération Canada, c'est une organisation à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir la régénération des sols de façon à atténuer les changements climatiques et à soutenir un système agroalimentaire sain. Nos activités visent donc à rassembler différentes parties prenantes, à mobiliser et à éduquer sur le sujet. Nos webinaires sont donc un moyen pour nous là, de faciliter le partage d'informations et de connaissances de différents experts dans notre réseau et afin de sensibiliser le public là, quant aux différentes pratiques régénératrices. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits détails techniques. Donc, voilà, merci de bien garder vos micros fermés pour la durée de la présentation, juste pour assurer un meilleur son. Puis, si jamais vous avez des questions techniques, là, vous pouvez l'écrire dans le chat, m'envoyer un petit message. Ce qui m'amène au prochain point par rapport aux questions. Donc, on a prévu une période de questions d'environ une vingtaine de minutes après la présentation. Je vous inviterai à nous transmettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation, puis on va y arriver pendant la période de questions. Donc, c'est possible qu'on n'arrive pas à passer à travers toutes les questions, là. On va essayer vraiment de choisir les questions selon les thématiques. Un autre petit détail, le webinaire aujourd'hui sera enregistré et envoyé à tous les participants. Donc, pour accéder à nos webinaires passés, il y a la possibilité de vous inscrire comme membre et de les obtenir gratuitement. Donc, sans plus tarder, parlons de Biochar. Nous avons avec nous aujourd'hui Suzanne Allaire, qui travaille depuis plus de 25 ans en environnement, notamment pour réduire les gaz à effet de serre, trouver des alternatives à l'enfouissement et développer des produits renouvelables à partir de résidus. Plus de 15 de ces années ont été dédiées à la pyrolyse et au biochar, découlant de celle-ci une expertise qui lui a valu une renommée internationale. Elle a fondé GK Environnement en 2016 afin de suivre l'industrie privée de plus près et de pouvoir répondre aux besoins de celle-ci plus rapidement. On a aussi Mélissa Long qui est avec nous, qui a gradué d'un baccalauréat en sciences, spécialisée en sciences biomédicales et travaille maintenant en environnement chez GK Environnement. Elle espère faire connaître la pyrolyse comme solution à des problèmes modernes. Donc, sans plus tarder, à vous, mesdames. Parfait. Donc, merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction. Je vais juste partager mon PowerPoint pour que tout le monde puisse le voir. Je vais aller en mode présentation. Est-ce que tout le monde voit bien mon PowerPoint en mode présentation? Oui. Parfait. OK. Donc, merci de nous accompagner dans ce webinaire ici. On est super contente de le faire en collaboration avec Régénération Canada. Donc, c'est moi, Mélissa, qui va présenter la majorité du webinaire. Et puis, Suzanne va me venir en soutien. Puis, c'est elle et moi, dans le fond, qui vont répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, allons-y. On va commencer à parler des résidus. Dans le fond, il y a tellement on entend vraiment Oui, je veux juste... OK. Ah, ça va. Quelqu'un avait son micro. Non. Parfait. C'est donc, beau. Est-ce que c'est un écho qu'on m'entend, je pense? C'était un micro qui était ouvert encore. Là, j'essaie de surveiller en même temps. Donc, je demanderais à tout le monde de juste s'assurer que leur micro est fermé. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être correct. Parfait. Désolée. Bon, désolée pour ça. Il y a vraiment énormément de résidus qui sont générés, qui sont gérés, mais qui sont malheureusement pas recyclés ou réutilisés à la fin. Que ce soit dans votre région, dans le fond, que ce soit des résidus forestiers, agricoles, municipaux, il y en a énormément. Ça, c'est une problématique qui devient de plus en plus grande, surtout au Québec, puisque en 2020, le gouvernement a décidé qu'on n'aura plus la capacité, donc on n'aura plus le choix de trouver des alternatives à l'enfouissement pour les matières organiques résiduelles. Comme je dis, que ce soit forestier, urbain, de table, peu importe. Donc,
En ce moment, environ seulement 30 de ces matières organiques-là sont recyclées. Il faut donc trouver une alternative pour les 70 restants. Ces alternatives-là, ils peuvent être directement dans les champs, comme certains agriculteurs font déjà. On peut réutiliser la combustion pour générer de l'énergie. Il y en a beaucoup qui utilisent déjà le compostage pour certains résidus avec lesquels on peut faire ce type de choses-là. Sinon, la biométhanisation offre aussi une assez bonne alternative pour transformer avec les bactéries anaérobiques en gaz et ainsi créer de l'énergie. Par exemple, nous, on va s'attarder justement à la pyrolyse et la gasification, qui est juste une partie un petit peu de la pyrolyse, j'en parlerai pas beaucoup, qui, nous, on pense qu'il est vraiment une des meilleures alternatives pour gérer des matières résiduelles organiques. Donc, pour les matières, en fait, qui ne sont pas utilisables pour le compostage et la biométhanisation. C'est ça. Donc, ces matières résiduelles-là, c'est pas des déchets, on prend vraiment beaucoup d'énergie à les créer, que ce soit de la main-d'œuvre humaine ou bien même de l'eau, des choses comme ça. Ça prend énormément d'énergie. Puis les envoyer à l'enfouissement ou bien les incinérer sans fin d'énergie, on trouve que c'est vraiment un gros gaspille. Puis, dans le fond, on devrait vraiment pas faire ça. Donc, nous, on va aborder la pyrolyse comme une façon de transformer ces matières organiques-là, que ça soit en biochar, en vinaigre de bois ou en bio-huile. Aujourd'hui, on va seulement parler du biochar, mais il y a d'autres, dans le fond, il y a d'autres produits qui peuvent être créés de la pyrolyse. Avant qu'on commence à parler vraiment de la pyrolyse en tant que telle et du biochar, chez GECA Environnement, dans le fond, notre compagnie de consultation, on veut s'assurer que vous comprenez qu'on pense qu'on ne devrait pas dégrader ou déplacer des sites agricoles ou bien des forêts afin de générer de la matière pour faire de la pyrolyse. Non. Chez nous, on pense vraiment que, dans le fond, tous les résidus qui sont générés par les humains devraient être réutilisés, puis c'est ça qu'on devrait réutiliser pour faire la pyrolyse. Il y en a tellement des résidus que ça serait du nonsense de ne pas les utiliser. Donc, comme Suzanne disait, on cherche notamment à transformer les résidus qui sont difficiles à recycler, qui sont non remontables, des fois des composts qui ont mal tourné, qu'on ne peut pas remettre dans le jardin ou dans les champs. Puis on pense que pour certains résidus qui ne sont pas facilement nécessairement compostables ou transformables par la biométhanisation, que la pyrolyse offre vraiment le meilleur moyen de donner une valeur ajoutée à les produits qui vont sortir, incluant le biochar. Donc, c'est quoi la pyrolyse? La pyrolyse, c'est la transformation thermique des résidus entre 300 à 900 degrés Celsius en absence d'oxygène et donc en absence de combustion. On peut transformer des résidus organiques, du plastique, des pneus et autres choses, mais on va s'attarder aux résidus organiques. Les produits qui vont être créés par la pyrolyse, il y a 3 sortes. Il y a des gaz, il y a les liquides et puis il y a les solides. La proportion ainsi que les caractéristiques de chaque produit vont vraiment dépendre des variables dans la pyrolyse, c'est-à-dire des variables comme le feedstock, c'est-à-dire la matière première, ça dépend de la vitesse et de la température, ainsi que de la technologie qu'on utilise. Donc, comme je disais, les propriétés sont vraiment très variables. Puis, avec ça, on va avoir différentes applications. Donc, on va parler un petit peu plus des propriétés générales des biochars. Au niveau physique, les biochars possèdent énormément de carbone. Donc, généralement, plus de 60 %, il y en a qui vont jusqu'à au-dessus de 90 %. La majorité de ça, c'est du carbone sable, c'est-à-dire que c'est du carbone qui n'est pas accessible nécessairement aux plantes. C'est du carbone qui ne se dégrade pas, qui prend des centaines, voire des milliers d'années à vraiment se dégrader et donc qui n'est pas relâché dans l'atmosphère. Les biochars ont généralement une assez grande rétention en eau, malgré que ça va dépendre, comme toutes ici les caractéristiques, ça va dépendre du biochar en particulier. Ils ont aussi une faible densité qui peut être super pour certaines applications, puis une très grande surface spécifique. Ici, on a un exemple. Environ 20 grammes de biochar, certains biochars, peuvent équivaloir à la surface d'un terrain de football. C'est-à-dire que, comme on voit dans la photo en bas à gauche ici, les biochars sont faits de carbone. Il y a vraiment beaucoup de pores, dans le fond, dans leur structure. Donc, la majorité du volume qu'on voit à l'œil nu, c'est de l'air. L'autre chose, c'est une teneur super forte en énergie. On va penser à du charbon de bois. Tu sais,
Il y en a beaucoup d'entre nous, pas moi parce que j'ai pas le droit à un barbecue ici, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui utilisent des barbecues. Oui, c'est ça. On sait qu'il y a de l'énergie. On peut donc remplacer du charbon régulier ou d'autres charbons bois par du biochar. Au niveau chimique, les pH sont généralement, des biochars sont généralement assez élevés, sont assez basiques. Et puis, on peut aussi avoir des capacités d'échange de cations très variables. Donc, ici, on écrit de 8 à 200 mol par kilogramme. Ça va être important quand on cherche à remplacer des choses comme les charbons activés par le biochar. Autre chose qu'on va trouver au niveau chimique, ce sont beaucoup de micronutriments pour les plantes. On va parler de carbone soluble sous forme de bicarbonate de calcium. On va parler aussi de potassium et puis de phosphore. Et voilà. Par exemple, une chose, c'est que on ne retrouvera pas beaucoup d'azote dans les biochars. Donc, on va en parler un petit peu plus tard des solutions qui peuvent s'offrir après avec ça. Donc, ça ici, c'est un infographe que nous, on a construit chez GECA pour vous montrer l'étendue des marchés des biochars. Donc, on peut voir, là, il y a tellement d'industries dans lesquelles on peut appliquer les biochars. Cependant, les industries des fermes animales, donc l'agriculture animale et des plantes, la filtration d'air et d'eau, ainsi que dans les sols dégradés, ce sont vraiment les industries et les activités qui sont le plus prêts à recevoir le biochar, que ce soit en tant que solution, amendement ou remplacement d'un produit déjà existant. Ça, c'est à cause que les productions de biochar augmentent vraiment pas mal d'année en année. On va voir de plus en plus d'usines. Et puis aussi, les prix baissent à cause que justement les productions augmentent. Le awareness, dans le fond, je ne me souviens pas du nom en ce moment, mais les gens commencent à connaître aussi de plus en plus le biochar. Et en agriculture, c'est reconnu par plusieurs gouvernements et entités, des organisations et autres, que c'est vraiment bénéfique pour l'environnement. C'est pour ça que ce sont vraiment les industries et les habitants excusez-moi, j'entends là, le plus prêts à recevoir le biochar. Donc, en agriculture, juste en agriculture, il y a énormément d'usages. En général, il y a plus de 100 usages, comme il est écrit ici sur notre PowerPoint. Au niveau du sol et des plantes, on va l'utiliser en horticulture et en agriculture. Ça peut aider les plantes à croître, ça peut aider les sols. Chez les animaux, on peut l'utiliser dans la litière, on peut l'utiliser dans l'alimentation, dans certains médicaments, par exemple, détoxifiants ou des choses comme ça. En foresterie, ensuite, on peut l'utiliser en énergie, comme je mentionnais plus tôt, c'est possible de remplacer certaines sources d'énergie comme le charbon, puis aussi en restructuration des sols, ce qui mène à la régénération des sites dégradés aussi, à la séquestration de carbone et à la filtration d'air et d'eau dans les domaines de l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'applications en agriculture. Ici, j'ai un tableau, puis j'en ai un autre qui suit qui est très similaire. Dans le fond, on ne va pas se concentrer sur vraiment chaque détail. Je voulais juste vous montrer que, dans le fond, ça, c'est des résultats qui ont été trouvés et ou publiés par le laboratoire de Dr. Haller qui était avec nous, donc Suzanne, à l'Université Laval dans les dernières années. Eux, ils ont fait des recherches sur la croissance des plantes quand on ajoute du biochar dans les sols. Des plantes, ça peut être des plantes ligneuses, donc du bois, des plantes ornementales ou non ligneuses, non ornementales, peu importe. Puis ce qu'on a vraiment constaté, c'est que le biochar a un très grand effet sur la croissance des plantes qui est positif quand le sol est en bonne condition pour les plantes visées. Donc, c'est super important d'ajuster le sol et puis les conditions du sol et de l'environnement pour les plantes. Donc, ici, dans le premier tableau, on voit vraiment qu'on a des super bons résultats positifs, mais dans le prochain tableau, on a observé certains résultats négatifs. Ça, entre autres, c'était dû au fait que le pH avait besoin d'ajustement. Le pH n'a pas été ajusté après l'ajout de biochar. Donc, ça, c'est une des choses à prendre en compte quand vous voulez implémenter du biochar dans vos cultures. Par exemple, moins en sol, mais plus en pot. Donc, ici, c'est en pépinière, c'est justement, un petit peu de ça qu'on parlait. Des avantages du biochar à utiliser en horticulture et ou foresterie en pépinière, c'est que c'est super facile à mélanger dans les terreaux. On peut remplacer certains produits qui sont assez dispendieux et honnêtement pas très environnementaux, comme la perlite, on peut la remplacer jusqu'à 100% dans certaines conditions, et la tourbe jusqu'à un certain pourcentage, puisque le biochar a des caractéristiques assez semblables à la tourbe.
Le biochar aussi, ce qui est super avec, c'est qu'on peut l'inoculer avec toutes sortes de micro-organismes. Puis, comment c'est fait, c'est que ça va vraiment donner des micro-environnements super propices au développement des micro-organismes. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont trouvé qu'on va augmenter pas seulement la diversité, mais aussi la quantité des micro-organismes bénéfiques pour les sols et les plantes, ainsi que des mycorrhizés, je sais pas comment appeler ça, les fongies qui sont bons, qui ont un symbiose en fond avec les plantes. Donc, les effets qu'on observe, c'est une plus grande ou plus petite rétention en eau. Ça va dépendre du biochar utilisé et de l'effet qu'on vise avec l'utilisation de ce biochar-là. Une augmentation de la structure, rétention, pH, rendement dans les sols, certains composés dans les produits finaux de ces plantes-là. Puis, comme j'ai dit plus tôt, on peut aussi amener les nutriments comme le carbone, le potassium et puis le phosphore dans ces sols-là, mais beaucoup moins l'azote. On peut aussi décontaminer les sols, mais habituellement, en pot, on espère que c'est pas contaminé les sols. Donc, dans les sols, en tant que tels, hors des pots ou des pépinières, les effets sont très semblables à ce qu'on pourrait observer en pot ou en horticulture. Par exemple, une chose qui est assez importante que j'aimerais vraiment mentionner, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre du biochar à chaque année dans notre sol ou à chaque X temps. Le biochar, à cause justement de sa propriété que ça se dégrade très lentement, on peut juste le mettre une fois aux 5 ans ou bien alterner des rangées une fois aux 2 ans ou des choses comme ça. Donc ça, c'est super, puis ça va diminuer les coûts immédiats de l'achat de ce biochar-là. On va parler des coûts un petit peu plus tard. Encore une fois, le biochar peut être inoculé ou enrichi, comme j'avais dit tantôt. C'est possible d'ajouter des engrais, que ce soit naturels ou artificiels. Ça s'applique peut-être moins aux agriculteurs biologiques, mais c'est possible de le faire, d'ajouter des éléments comme l'azote, justement, qui est super bon pour les plantes. Puis encore une fois, c'est facilement mélangeable et c'est accepté par la CIA ou la CFIA en anglais. Oui, en fait, comme inoculation, on peut penser justement à mettre le biochar dans la litière des animaux, puis après ça, prendre la litière puis le mettre au sol. Donc, ce biochar-là est nécessairement déjà inoculé et contient déjà l'azote qu'il n'aurait pas eu autrement, parce que quand il sort de la machine, il est complètement stérile, ce qui est un avantage parce qu'on ne recycle pas les maladies. Et donc, à ce moment-là, on peut l'inoculer avec ce qu'on veut. Comme je dis, ça peut être aussi avec les fumiers lisiers des animaux en production. À toi, Mélissa. Justement, en parlant de fumier lisier, le biochar dans la production animale, il y a pas mal d'applications possibles, notamment dans l'alimentation animale. Il y a de plus en plus de recherches qui se font. Bon, ici, on écrit 1 à 5 dans la moulée des animaux. Généralement, jusqu'à 5 ça va être un petit peu trop. On va conseiller en 1 puis 3 mais des super bons effets. Notamment, on va réduire les maladies, la fréquence des maladies, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est notamment que, comme je disais, avec les micro-organismes, il y a comme une espèce de symbiose, il y a une interaction entre le biochar et les micro-organismes. Puis il y a beaucoup de chercheurs qui ont trouvé que les micro-organismes qui sont bénéfiques pour l'estomac, l'intestin des animaux vont être trouvés en plus grande proportion et vont être encouragés, si je pourrais dire, contrairement aux micro-organismes qui ne sont pas bénéfiques, donc qui sont nocifs pour les animaux. Donc, ça, c'est sûr que ça va dépendre des espèces qu'on traite avec le biochar. Sinon, justement, à cause de ça, on va avoir une réduction des besoins en antibiotiques, une augmentation de la croissance, puis une augmentation de prise de poids et du taux de conversion par rapport à la nourriture. Au niveau de la litière, ça, c'est super d'ajouter du biochar parce que comme j'ai mentionné plus tôt, le biochar a une capacité de sorption qui est super, en particulier par rapport à l'ammoniac qui est relâché notamment dans les excréments. On va penser surtout aux poules, aux poulaillers, etc. Ça va causer beaucoup d'odeur, puis ça va aussi abîmer beaucoup les voies respiratoires des animaux ainsi que les pattes. Donc, il y a des infections qui peuvent se développer au niveau des pattes, que ce soit chez les vaches, que ce soit chez les poules ou les cochons, qui coûtent assez cher et qui sont pas nécessairement facilement, on peut pas nécessairement facilement les prévoir, à moins d'avoir une très bonne hygiène et justement d'avoir des solutions comme le biochar qui peuvent gérer l'ammoniac, les maladies et tout. Puis on va augmenter le pH justement en contrant ça.
Chez les poules, je ne sais pas si ici il y a des agriculteurs, des éleveurs de poules, mais on sait tous que les pattes de poule, ça vaut extrêmement cher. Et donc, le moins de maladies sur les pattes de poule, le mieux le rendement. Je vais ajouter ici les pattes de poule au Québec, c'est pas nécessairement vendu, mais aux États-Unis, c'est un des gros vendeurs, des gros revenus des productions de poules, c'est qu'ils vendent les pattes de poule aux Chinois et les Chinois sont prêts à mettre énormément d'argent. En fait, les pattes de poule vaut plus cher que l'ensemble de tout le reste du poulet dans son ensemble. Donc, c'est important de prendre soin des pattes. Exactement. On va continuer au niveau du compostage et des fosses de fumier. Bon, comme Suzanne elle a dit, on peut intégrer le fumier dans le biochar, mais on peut aussi faire le contraire. On peut intégrer le biochar dans le fumier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va augmenter notre bilan de carbone dedans, puis la vitesse du compostage, ainsi que la qualité du compost et du lisier. Puis en même temps, on va capter certains gaz à effet de serre, puis empêcher le relâchement de d'autres qui est directement dans le biochar sous forme de carbone. Dans le compostage de fumier des fosses, ces qualités-là sont aussi applicables en majorité au compostage de résidus organiques naturels, de résidus de table, des compostages municipaux. Ça, c'est des effets qu'on va retrouver aussi dans ces sortes de composts-là. Au niveau de la filtration d'air et d'eau, donc, on peut l'utiliser dans la production animale, mais aussi en production horticole. Je pense notamment à des productions qui sentent fort, telles que le cannabis. On va réduire les odeurs, on va réduire les contaminants, parce qu'on va remplacer, dans le fond, le charbon activé par des biochars qui sont vraiment spécifiques, qui sont créés pour ça. Puis ça va faire une super belle job. Puis en même temps, ça va augmenter la qualité de vie des animaux ou bien des voisins si jamais il y a une production de cannabis. Puis on va diminuer les émissions d'effet de serre. Donc, il y a d'autres usages horticoles du biochar. Surtout, moi, je vais penser à l'urbain. On va parler des toits végétalisés, des murs végétalisés. Qu'est-ce qui est super au niveau du biochar, qui est important pour ces applications-là, c'est le fait que le biochar est très léger. Donc, on a vu une très basse densité tout à l'heure, et puis une haute rétention en eau. Donc, on ne veut jamais mettre des choses trop lourdes sur le toit. Évidemment, la majorité des toits ne sont pas faits pour ça. Et donc, ajouter du biochar pour augmenter la rétention en eau, c'est vraiment une bonne solution. Surtout s'il n'y a pas nécessairement il n'y a pas un gros volume de terre en tout qui peuvent retenir l'eau de bassin. Excusez-moi, là, j'ai soif un petit peu. En fait, aussi, une autre idée qui est intéressante, c'est l'idée d'économie circulaire. C'est-à-dire, à l'intérieur des villes, on a plusieurs producteurs, de plus en plus de producteurs agricoles urbains. Et à ce moment-là, on peut penser utiliser des résidus urbains propres pour faire le biochar et le recycler pour la production de plantes. Oui, la même chose est faisable, pas en ville, justement, en campagne aussi, ou dans des petites communautés que peut-être ils ont moins accès à, je ne sais pas, des engrais où c'est plus cher de les shipper là-bas. Sinon, dans les jardins, évidemment, c'est la même chose que les sols. C'est possible à faire de mettre le biochar là-dedans. Puis, nouvellement, il y a quelques produits qui viennent de sortir, notamment aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on en a ici, mais c'est du biochar spécifique pour l'hydro-ensemencement. C'est-à-dire qu'il a été formulé pour être super dans l'eau et fonctionner dans les machines régulières dans l'hydro-ensemencement, souvent, comme il est écrit ici, pour le gazon. Donc, on va penser à des pelouses, des golfs. Ça vaut super cher. Donc, peut-être pas de l'hydro-ensemencement pour les golfs, mais d'ajouter du biochar en amendement pour améliorer la santé du sol et donc vraiment la verdure des golfs, ce qui est super important pour ces compagnies-là. Donc, en général, on a un bilan environnemental, excusez-moi, très positif pour le biochar. On va parler, comme on a dit, de diminution d'émissions de gaz à effet de serre qui se serait produit soit en enfouissement, soit la décomposition au niveau du compost, ou bien aux mines d'énergie fossile, que ce soit du charbon ou de la tourbe, par exemple. On va augmenter la séquestration du carbone qui aurait autrement été émis dans notre atmosphère. Puis, on peut recycler l'énergie dans la pyrolyse. Donc, on va recycler cette énergie-là généralement sous forme de chaleur ou bien pour alimenter les buildings ou bien au niveau vraiment du réacteur en tant que tel pour alimenter la chaleur que ça prend pour chauffer à une aussi haute température. Ce qui est faisable dans certaines situations, par exemple, dans des serres horticoles, c'est d'implémenter un petit pyrolyseur qui va reprendre les gaz
pour chauffer la serre agricole. Ça, c'est faisable. Puis en même temps, vous pouvez vraiment diminuer votre impact environnemental. Il y en a beaucoup qui utilisent du propane et autres combustibles qui polluent vraiment beaucoup dans le fond. Donc ça, c'est vraiment une belle alternative à ça. Puis encore, comme j'ai mentionné tout à l'heure, peut-être pour nos nouveaux qui n'ont pas entendu, le biochar, c'est vraiment super pour les agriculteurs biologiques parce qu'il peut être certifié biologique et il est aussi approuvé par la CFIA ou / la ACIA, que ce soit dans les sols ou bien dans l'alimentation animale, c'est nouveau. C'est seulement certains biochars qui sont acceptés. Par exemple, il y en a. Oups. Donc, tout le monde a la question, ça coûte combien du biochar? Bien là, ça dépend vraiment de la quantité que vous achetez et puis du biochar en particulier que vous achetez. Au niveau du gros, on va parler d'un achat minimum pour avoir un prix du gros de 1 à 10 tonnes. Ça va dépendre du producteur et de l'entente que vous avez avec eux. Les biochars, ça varie beaucoup. On peut parler de 300 à 1500 $ de la tonne. Ayez pas peur tout de suite, le 1500 $ de la tonne, c'est extrêmement haut. C'est généralement des biochars qui vont remplacer des charbons activés. Les charbons activés, ils peuvent aller jusqu'à 3000 $ de la tonne. Donc, même à ce prix-là, c'est encore une grosse économie qu'on fait. Au niveau... je vais rajouter quelque chose. C'est rendu à 800 $ la tonne et plus, généralement, ce sont des biochars spécialisés, c'est-à-dire soit qui ont été cuits une deuxième fois, comme on parlait, pour remplacer le charbon activé, soit qui ont été inoculés ou qui ont été amendés, granulés, etc. Donc, c'est pour ça que les prix varient beaucoup parce que la forme et les amendements varient énormément là, pour le biochar. Les modifications post-production vont augmenter le coût de beaucoup. Fait que sinon, au détail, il y en a beaucoup. Un exemple ici, c'est Airterra qui est en Alberta. On a pris cet exemple-là vraiment aléatoirement. Par exemple, ça coûte environ 20 $ pour un sac de 1 kg, ce qui équivaut à 17 000 $ la tonne. Bon, pour les agriculteurs qui ont beaucoup de terre, ça vaut vraiment pas la peine, on va se le dire. Par exemple, pour les gens qui ont un petit jardin de légumes chez eux, ça peut vraiment, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment valoir la peine, puis on va se le dire, vous allez peut-être sûrement jamais utiliser une tonne. En fait, l'idée qui est ici, c'était juste pour comparer le prix au détail versus le prix en gros. Le prix au détail, c'est parce que ça, vous êtes biochar de Airterra et de très, très bonne qualité, certifié ACIA, etc., l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et ça, c'est comme dans n'importe quel produit qu'on peut trouver. Le prix en gros versus le prix au détail varie énormément. Donc, pour les gens, un agriculteur qui regarde sur Internet, sur Alibaba, Kijiji ou eBay ou quelque chose de genre, habituellement, ça va être des prix au détail que vous allez voir. Donc, vraiment, pour avoir des prix au gros, c'est mieux de nous contacter parce que à ce moment-là, on peut vous mettre directement en lien avec les producteurs. Donc, pour continuer un petit peu, les biochars, comme j'ai dit plusieurs fois, ils sont tellement différents, puis c'est important de connaître l'application. Puis si c'est en sol, c'est important aussi de connaître le sol pour avoir le bon biochar, parce qu'il y a des producteurs qui peuvent vendre un biochar totalement différent l'un de l'autre, mais les deux peuvent être bons pour certains sols. Donc, c'est important de connaître un petit peu plus de propriétés. Donc, où est-ce qu'on trouve du biochar au Canada ou même au Québec? Bon, en gros, comme Suzanne vient de mentionner, vous pouvez nous contacter. Nous, on a vraiment beaucoup de contacts, surtout au Québec, puis aussi au Canada et aux États-Unis, si c'est plus des biochars spécialisés. Sinon, vous pouvez magasiner sur Pyrolist.com. Pyrolist, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est une plateforme web que nous, on a créée chez GECA, qui est un petit peu un Kijiji style, mais spécialisé pour la pyrolyse. Donc, on peut trouver toutes sortes de produits, de services reliés à la pyrolyse, entre autres des biochars. Donc, il y a certaines compagnies qui vont vendre des biochars en gros dessus puis qui vont donner leurs spécifications. Donc, ça, c'est super si vous savez exactement ce que vous avez de besoin. Si vous ne savez pas exactement ce que vous avez de besoin, là, comme ça m'a dit, on vous recommande d'aller voir quelqu'un qui le sait parce que, comme j'avais montré dans le tableau, les conditions font en sorte que l'utilisation d'un certain biochar peut conduire à des très bons résultats, mais aussi à des pas bons résultats. Donc, on ne veut pas gâcher nécessairement une culture complète. Puis aussi, pour certaines cultures complètes, ça ne vaut pas nécessairement la peine, dépendamment du prix. À ce moment-là, il faut voir l'économie. Donc, pour finaliser le tout, là, le message le plus important, je pense, à retenir ici,
c'est que le biochar, c'est vraiment super. Ça peut être appliqué dans beaucoup de situations, notamment en agriculture et en horticulture. Par exemple, on aimerait vraiment souligner que chaque biochar est différent. Ses propriétés vont lui donner différentes utilisations et donc différents objectifs à la fin du jour. Parfait. Donc, Suzanne, est-ce que tu avais autre chose à ajouter avant qu'on passe à la période des questions? Oui, je pense qu'avant de passer à la période de questions, là, je vois les questions passées qui sont extrêmement pertinentes. Bon, je vais mettre ma caméra finalement. Là. Je suis tannée de me cacher. Attendez un peu, là, j'essaie de mettre ma caméra, mais ça ne marche pas. Renommer. Je ne sais pas pourquoi. C'est à gauche, en fait, en bas de l'écran. En bas de l'écran. Il y a le micro puis la vidéo, la caméra. OK, attends. Caméra. Ah bon! Voilà. Vous voyez maintenant chez moi. Donc, je pense que s'il y a un message à passer à la maison, c'est que le biochar, c'est un bon produit, mais ce n'est pas un snake, tu sais, c'est pas un snake oil comme on utilise l'expression en anglais. C'est les gens voudraient vous vendre ça pour toutes les sauces puis pour tout faire. Je pense que c'est important de garder en tête que si vous n'avez pas le bon biochar avec la bonne dose relative à la bonne plante et au sol, donc si c'est pas fait de façon vraiment professionnelle, la sélection de votre biochar, ça se peut que ce soit un flop. Donc, c'est pas une solution miracle. Faut vraiment, c'est pas tous les biochars qui sont bons pour toutes les applications. Chaque biochar a ses propriétés. Donc, à faire attention sur qu'est-ce qu'on utilise, sur quelle plante et quel sol. Voilà. Et merci. Parfait. Ben, merci beaucoup à vous deux. Excuse-moi. Je n'ai pas entendu, Mélissa. Est-ce que c'est toi qui vas gérer comment les questions fonctionnent? Oui, bien c'est ça exactement. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont déjà rentrées, fait qu'on peut peut-être commencer à passer un petit peu à travers les questions. C'est parfait, on a une bonne demi-heure là, pour couvrir ça. Donc, on a une première question ici de Ladji qui demande « Est-ce que c'est tous les genres de résidus qui peuvent subir la pyrolyse? » Non. 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 Et puis les résidus qui sont beaucoup trop humides, qu'on a, disons de la laitue. On a 95% d'eau là-dedans. Il n'y a aucun intérêt à faire la pyrolyse avec 95% d'eau. Toutefois, on en a fait. Quand on a les producteurs maraîchers, par exemple, ils ont énormément de résidus. Ce qu'on peut faire pour faire la pyrolyse de ces résidus-là, pour ne pas recycler les maladies à même le sol, on peut mélanger ces résidus-là avec un produit beaucoup plus sec comme de la sueur de bois ou d'autres choses du genre pour être capable de le pyrolyser. Autrement, ça a trop d'eau, le bilan énergétique n'est pas bon. Okay. Puis ça ne donne pas un biochar de très, très bonne qualité. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Mélissa? Non, mais je suis d'accord, c'est ça. Puis à ce moment-là, quand on le mélange, la moisture content, l'humidité va descendre, puis on va le ressécher souvent avant d'entrer dans la pyrolyse. Fait que c'est ça. Okay. Oui, à partir de 50% d'humidité, il n'y a pas de problème à rentrer ça dans les systèmes. OK, merci. On entend plus sur l'augmentation de la vitesse de compostage avec le biochar. Donc, Michel. Oui, une question de Michel, exactement. Je vais te le laisser, Suzanne. Oui. En fait, ça, je suis vraiment... est-ce que, Michel, vous êtes dans le compostage? Je ne sais pas s'il y en a ici dans le compostage. On s'est rendu compte en mettant le bon biochar dans du compostage, on peut augmenter la vitesse de compostage par 10 à 15 ce qui fait quasiment une rotation par année ou une demi-rotation par année, ce qui est vraiment important quand on composte en andin. Donc, tu as un ajout ici de financier parce qu'il accélère le compost. Puis l'autre chose, c'est que quand tu revends ton compost a une meilleure valeur parce que là, tu as non seulement du carbone soluble aux plantes, mais tu as aussi du carbone stable qui est apporté par le biochar. Donc, le carbone soluble par le compost et le carbone stable par le biochar. Et en plus, ces deux molécules-là, ensemble, on l'a essayé sur des sites d'enfouissement sanitaire, sur des sites dégradés, etc. La combinaison, il y a une synergie qui se fait entre le compost et le biochar pour la croissance des plantes. Donc, l'effet est encore mieux que juste avec du biochar ou juste avec du compost. Moi, je connais pas le mécanisme exact, mais d'après moi, ça va vraiment avec le fait que on va augmenter
je pense, la quantité de micro-organismes puis les environnements propices, je pense au développement de ces micro-organismes-là. Bon, c'est l'autre recherche à faire, mais je pense que ça devrait être ça le mécanisme. Puis c'est une synergie, comme Suzanne elle a dit, c'est pas juste additif, là. Et d'ailleurs, l'intérêt pour le compost, c'est tellement important. Moi, je suis membre du comité exécutif de l'International Biochar Initiative, IBI. Et puis, l'organisme responsable du compost aux États-Unis, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est US Compost, je me souviens plus comment ça s'appelle exactement, là, mais une association de compost, on demandé à l'IBI de leur donner plus d'informations, puis même de la formation sur l'usage du biochar dans le compostage. Donc, vous voyez là, l'intérêt vraiment pour le compost. En fait, justement, je pense que le Conseil canadien du compost était au symposium à Montréal en mars dernier. Oui, exactement. Bon, parfait. Bon, pour continuer sur le compost, on a une autre question aussi d'Éric. Est-ce qu'il y a une grosseur idéale des particules de biochar pour l'ajout au compost ou fumier et à quel pourcentage? C'est une question un petit peu plus technique. Oui, c'est quand même assez technique. En fait, je vais te répondre, ça dépend vraiment du compost, puis des autres granules, puis de ce que tu veux en faire. Fait que l'idée, c'est de permettre un drainage. Donc, si c'est trop fin, ça va boucher les pores, ça va empêcher l'eau de se drainer. Et puis, si c'est trop grossier, on n'a pas le même effet au niveau des bactéries et des champignons qui vont s'y installer. Donc, ça va être un jeu avec ce que vous avez déjà à l'intérieur, un complément. Parfait. On a une question aussi de la J encore qui demande comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité du biochar pour les maraîchers et aussi est-ce que c'est possible de fabriquer et concevoir un pyrolyseur local? Donc, je crois qu'il est en visite là au Québec en ce moment. C'est pour ça qu'il pose cette question-là. Ben, en fait, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de façons de faire des pyrolyseurs, j'appelle à mitaine avec nos expressions québécoises. Là. On est, nous autres, en train de travailler au Burkina Faso à monter des pyrolyseurs avec des soudeurs locaux. Donc, ça se fait, on peut le faire en petite quantité. Ici, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, c'est une autre problématique parce qu'on doit respecter les normes environnementales. Donc, quand on fait nos équipements à maison, puis si jamais vous essayez de vendre du biochar à partir de ces équipements-là, bien, ils vont venir vous taper sur les doigts parce que vous ne respecterez pas les normes environnementales. Donc, c'est plus dur au niveau nord-américain, mais si vous êtes en Afrique, Afrique Nord, Maghreb, Asie, Amérique du Sud et que vous travaillez avec des fermiers locaux, etc., à ce moment-là, il est très possible de développer ces petits pyrolyseurs locaux. Mais il y en a ici de petite taille, là, ici, qui sont à vendre. OK. Ah, c'est intéressant. Dans le fond, c'est important de regarder au niveau des régulations, là, dépendamment de l'endroit. Là. Absolument. Il y en a vraiment de toutes les tailles, là, des pyrolyseurs. On peut parler des dizaines de millions. On peut aussi parler beaucoup plus bas là, dans les... il y en a dans des centaines de mille, là, mais il y en a aussi... Oui, on a un ici qui est probablement à 50 000 $. Vous allez dire, bon, ben, c'est peut-être pas rentable, mais ça dépend qu'est-ce que vous faites avec puis comment qu'on les organise parce que un petit pyrolyseur comme ça peut servir, par exemple, pour un système de production en serre où les résidus, au lieu de les envoyer au site d'enfouissement parce que ils ont du plastique pour retenir les tiges, c'est des tie wraps pour retenir les tiges, puis toutes sortes de choses comme ça. À ce moment-là, on ne peut pas l'envoyer au compostage, puis on est obligé de l'envoyer au site d'enfouissement, puis ça coûte très cher. Il devient assez vite rentable. On fait la pyrolyse, le biochar est réutilisé dans la production, alors que les gaz sont utiles au chauffage de la serre. Donc, la rentabilité devient assez évidente. Puis je dirais même que y a certains pyrolyseurs que tu sais, peut-être tout seul en tant qu'entité seule, vous ne voudriez pas nécessairement l'acheter, mais si vous mettiez comme quelques fermiers ou quelques autres horticulteurs, vous pourriez tirer l'utilisation optimale puis justement baisser votre coût d'utilisation pour le pyrolyseur si vous mettez plusieurs à un. Là. Ben, ce qu'on commence à voir effectivement aux États-Unis puis en Europe, c'est des organismes, des associations de jardiniers, par exemple, ou des villages. À l'intérieur du village, ils ont leur pyrolyseur, ou même dans les villages nordiques, on est en train de parler de ça.
pour avoir leur pyrolyseur. Fait que tout ce qu'ils ne sont pas capables de composter, qui est trop sec ou qu'il y a un contaminant dedans, comme du plastique, par exemple, avec la pyrolyse, on peut éliminer tous ces contaminants-là, excepté les métaux lourds. Il y a de l'huile, il y a toutes sortes de contaminants, on peut tous les éliminer. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de réutiliser le biochar pour d'autres fins, plutôt que d'envoyer ces résidus-là là, à l'enfouissement. OK. Ah, super intéressant. Ça nous amène aussi à la prochaine question quant au cycle de vie. Donc, on a Sylvain ici qui pose la question, existe-t-il des analyses de cycle de vie pour le biochar, notamment quant à l'impact de sa production? Est-ce qu'une visite d'un site de production pourrait être envisageable? Absolument. Les cycles de vie, il y en a plusieurs qui sont faits. Il y en a certains qui sont faits, entre autres, au Québec, lors de la production, mais aussi un cycle de vie complet, là, c'est-à-dire la voie des résidus, comparaison avec les alternatives, l'usage et la consommation des biochars, tant pour l'énergie que d'autres choses. Donc, des cycles de vie, oui. Et en fait, les agences mondiales, par exemple, COP22 a reconnu le biochar dans la séquestration du carbone et a reconnu son cycle de vie comme positif et compétitif avec d'autres méthodes. COP22, COP, c'est vraiment l'organisme international en environnement pour les changements climatiques. OK. Au niveau du visite de site de production, je pense que oui, c'est possible. D'après moi, par exemple, c'est plus ou moins des plus grosses usines ou machines, je pense, qui seraient possibles. Au Québec, Suzanne, est-ce que tu en connais des machines qui sont, mettons qu'on pense à Artige? Oui, ben on en a deux à Montréal, en fait, là. Mais tu sais, ils sont. Disons qu'on pourrait peut-être organiser des visites chez eux, mais ils sont assez silencieux. Ils n'aiment pas nécessairement avoir des visites, ils aiment bien se concentrer à produire leur machine. Mais autrement, on a un démo qui est vraiment très, très bien, puis ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tout ça. C'est sûr que c'est plus gros. C'est Agrinova qui se trouve à Master Yacht, juste à côté de Roberval. C'est une plateforme technologique. Donc, c'est là pour les gens pour visiter. Évidemment, tu ne cognes pas à la porte, tu visites. Salut, je peux-tu visiter demain matin? Je veux dire, des visites, ça s'organise. Okay. Ils sont là pour ça. Bon, ben merci, c'est bon à savoir. OK. On a Louis aussi qui parle d'azote. Vous mentionnez que l'azote n'est pas retenu, mais les autres micronutriments, oui. La biodiversité hébergée à merveille par le biochar va aller puiser l'azote de l'air, non? En fait, non. Je pense que peut-être que je me suis mal exprimée. L'azote est retenu dans le biochar. Cependant, on ne trouvera pas d'azote d'un biochar sortant de la pyrolyse. C'est ça que je veux dire. L'azote, lors de la cuisson, de la thermodynamique qui se passe à l'intérieur de la machine, l'azote est éliminé. Mm-hmm. Donc, quand le biochar sort, il y a entre 1 et 3 % d'azote. Donc, ce n'est pas une source d'azote. Par contre, il retient l'azote. Donc, si on le met en contact avec l'azote, il va le retenir, puis après ça, il va jouer comme un agent à libération lente, comme un engrais à libération lente. Il va relâcher l'azote tranquillement. Donc, comme on disait tantôt, par exemple, mettre le biochar dans de la litière de poule, par exemple, ça va absorber l'ammoniac, ça va absorber l'azote. Puis après ça, c'est sûr que là, on peut le remettre dans les champs, ça va dépendre, tu sais, je connais pas trop les régulations en agriculture, mais en tout cas, ça, c'est possible de le faire. Puis c'est vraiment un bon moyen d'amener de l'azote, de le faire retenir dans le biochar. Puis lui, il va pas juste l'amener directement puis le relâcher immédiatement comme les engrais, par exemple. Ça va vraiment être un slow release qu'on appelle. Donc, ça va se faire très graduellement, ce qui est, en fait, qui est très bon parce qu'on va pas nécessairement avoir une aussi grande quantité de leaching, donc d'écoulement. Puis ça, qui peut aller dans les eaux, puis souvent qui va faire en sorte que ça va eutrophier les lacs et puis même l'océan. Oui, c'est la même chose pour le phosphore. C'est surtout le phosphore qui fait l'eutrophisation. Donc, ce que va faire le biochar, ça va être le même rôle sur tous les éléments nutritifs, NPK-CA-MG. Donc, c'est un libérateur, c'est un slow release fertilizer, si on peut dire. Donc, on peut, déjà en partant, quand il sort de l'usine, il y a ces nutriments-là, sauf l'azote.
qui va relâcher, mais en plus, on peut le saturer dans ces nutriments-là en mettant avec le lisier de cochon, etc. Et puis, à ce moment-là, il va faire une libération lente de ces éléments-là. Donc, la plante elle va pouvoir l'utiliser tout au long de sa croissance durant la saison estivale. OK, parfait. Merci d'avoir clarifié. On a une question ici aussi de Arnaud par rapport au pourcentage de carbone dans le biochar environ. Plus précisément, on demande combien de tonnes de biochar peut-on potentiellement mettre dans un champ de 1 hectare, par exemple. Et là, on dit, je comprends que ça dépend de plusieurs facteurs, mais quand même, je ne sais pas si c'est possible de répondre là, par une estimation. Non, je ne peux pas répondre, en fait. On peut lire des fois dans la littérature que des gens vont mettre 10 tonnes à l'hectare, ce que je trouve totalement ridicule parce que la finance ne tient pas à ce niveau-là, à moins d'avoir un sol extrêmement compacté. Mais, tu sais, on peut parler d'une tonne à l'hectare, on peut parler de... Mais souvent, on va parler de pourcentage dans les 5 premiers centimètres de sol et tout ça. Ça dépend toujours de ton sol. Si tu as un super de bon sol, je vais le comparer aux vitamines qu'on prend. Si tu es en forme, tu manges bien, tu manges équilibré, puis tu prends des vitamines, ça se peut que tu ne vois aucun effet à court terme de ta vitamine, que tu as l'impression de lancer ton argent par les fenêtres. Mais au bout de 20 ans, ça se peut que tu n'aies pas de carence parce que tu vas avoir pris des vitamines pour compenser les manques qu'on a toujours, mais qui sont très petits. Le biochar, c'est la même chose. Tu mets ça dans un sol qui est fertile, qui est bon, puis qui a quand même déjà beaucoup de nutriments à l'intérieur, ça se peut que tu ne vois pas d'effet sur ta plante parce que, surtout si ta plante, c'est comme un mauvais herbe, puis elle pousse, puis elle n'est pas difficile, elle n'est pas exigeante, ça se peut que tu ne vois aucun effet. Donc, à ce moment-là, tu n'as peut-être pas besoin de biochar. Par contre, dans un sol qui est mal drainé ou au contraire, un sol qui est trop drainé, donc c'est sûr que là, on ne choisira pas le même biochar, un sol qui est compacté, puis une plante qui est exigeante. Par exemple, on fait pousser du brocoli, c'est très, très, très exigeant au niveau de l'eau. On doit bien réguler l'eau. Là, ton biochar, vraiment, là, tu vas pouvoir mettre quasiment un biochar, un design, un biochar qui est fait juste pour ça, puis ça va être rentable. Puis la quantité va varier vraiment d'une application à l'autre. Là. C'est vraiment une question beaucoup trop vague pour qu'on puisse répondre. Là, Mais je pense que ça donne quand même une très bonne idée là, pour mieux comprendre justement les variétés, là, la différence. Merci de clarifier. Donc là, on a une autre question de William qui pose la question suivante. Le terme biochar est-il une autre façon de parler du charbon de bois, comme celui utilisé en barbecue, par exemple, qui vient d'un feu sans flamme et sans oxygène? On n'appelle pas ça du feu quand il n'y a pas de flamme et il n'y a pas d'oxygène. Mais en fait, oui, le charbon de bois, c'est une sorte de biochar. Une sorte parmi tant d'autres. C'est ça. Peut-être on peut juste revenir un petit peu rapidement sur la procédure, dans le fond. Qu'est-ce qui différencie le biochar de justement la combustion d'un feu? Dans le fond, c'est l'absence d'oxygène. Je pense que c'est la question un peu là, pour clarifier un peu à la base. C'est l'absence d'oxygène. Puis l'absence d'oxygène va faire en sorte qu'on ne brûle pas le produit, le carbone. Puis le carbone qui est dans le biochar, c'est du carbone que, si on fait la combustion, il aurait été émis. Donc, ce carbone-là est sécresté puis il est stable. Donc, c'est vraiment l'avantage qu'on a de la pyrolyse par rapport à la combustion quand on parle, par exemple, de se débarrasser de résidus. Là. Puis aussi la réutilisation, évidemment. Parfait. Merci. C'est ça, parce que je pense que des fois, les gens entendent biochar, puis si on ne connaît pas ça, on pense des fois au charbon de bois de barbecue, mais c'est important d'expliquer un peu la... Oui, mais la fabrication du charbon de bois est faite par pyrolyse. Oui. C'est juste qu'on peut faire la pyrolyse pas juste à partir du bois. C'est ça. OK, parfait. Puis là, le fait de brûler du charbon de bois par après, ça, c'est autre chose complètement. C'est la combustion. C'est ça. Fait que ça, ils l'utilisent, mettons, pour remplacer du charbon fossile en énergie. Puis, oui, on va remettre ce CO2-là dans l'air, donc on ne va pas le séquestrer. Par exemple, le fait que ça provienne de résidus, ça va quand même nous empêcher de produire les émissions, par exemple, du charbon qui a été miné. Fait qu'on joue quand même à place de faire un double save, si je peux dire, sur les émissions, on en fait un. OK, merci. Fait qu'on est encore avantageux. Par exemple, on travaille avec les industries minières canadiennes à remplacer le charbon fossile par du biochar.
Et là, à ce moment-là, c'est vraiment des résidus de bois. Ça peut être du bois de démolition, par exemple, du CRD, du bois de démolition ou des résidus comme d'écorce, qu'il n'y a personne qui sait quoi faire avec ça au Québec à part le brûler pour chauffer des chaudières. Fait que là, à ce moment-là, au lieu d'avoir tout le carbone qui est émis pour l'exploitation minière du charbon, le transport du charbon, puis le brûlage du charbon, bien là, nous autres, on sauve toutes ces émissions-là, dans le fond. Puis, il nous reste juste, en fait, les émissions du biochar quand on le brûle là, en remplacement du fossile. Donc, on sauve quand même beaucoup au niveau environnemental. Puis, d'autant plus qu'on sait que les mines de charbon sont extrêmement polluantes, là, pas juste à cause de l'énergie qui est émise, mais de la façon que c'est fait, là, qui font exploser des montagnes, etc., pour aller chercher le charbon. Ah, ben, super intéressant. Une autre histoire, une autre industrie, mais c'est quand même le fun. OK, merci. Donc là, on a Michel qui dit, vous avez parlé de pyrolyse des résidus humides en les combinant avec un résidu sec. Par exemple, combiner des résidus de laitue avec copeaux de bois. Pouvez-vous élaborer sur la possibilité de pyrolyser des résidus de dewatered wastewater sludge from lagoons? Oui, en fait, on travaille là-dessus avec, j'ai un client américain avec une ville, puis un promoteur là, qui veut faire la pyrolyse des sludge, en fait, des boues résiduaires. Les boues résiduaires, on doit somehow les assécher, puis ce qu'on fait, c'est que ça dépend dans quelle région tu es, puis à quelle... c'est quoi l'accès à d'autres ressources que tu as, d'autres résidus. Dans notre cas, ça risque d'être mélangé avec des résidus de meunerie de blé. Donc, des cosses de blé, c'est extrêmement sec, c'est fin comme la sludge, donc ça va bien se mélanger. Bon, il y a toutes sortes de problématiques qui viennent avec. Par exemple, ça devient très collant, etc. Mais on est capable là, de travailler avec ces résidus-là. Un des problèmes qu'on a avec les sludges, les boues, ben, évidemment, ça dépend de quelle production. C'est une boue résiduaire municipale. On va avoir des métaux lourds à l'intérieur de ça. Donc, il va falloir faire attention au niveau des métaux. Évidemment, si on mélange avec quelque chose d'autre, il faudra voir à ce moment-là, est-ce qu'on atteint une concentration qui est intéressante, par exemple, pour les plantes en micronutriments? Et est-ce qu'on passe les normes environnementales? Donc, il faut toujours falloir balancer les normes environnementales et la protection de l'environnement versus la réutilisation de ces bouts-là. Parce que si on les met dans un site d'enfouissement, de toute façon, ils ne servent à rien. Fait qu'on essaie toujours de trouver des alternatives, mais souvent, ce ne sera pas pour les plantes. On va mettre ça dans du ciment ou des plastiques, de l'asphalte. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser ces biochars-là là, qui vont devenir contaminés s'ils ne sont pas assez mélangés avec d'autres produits. Parfait. Est-ce que tu allais ajouter quelque chose, Anissa? Non, j'allais juste dire qu'il ne reste pas tant de temps, donc je pense qu'il faudrait que là, qu'on choisisse. Oui, il reste à peu près, c'est ça, 7 minutes. Là, on a encore quelques questions. Là, je vois qu'il y a quelques questions par rapport au BRF. Je ne sais pas si vous les avez vues. C'est ça, concevez-vous la pyrolyse du BRF? Et est-ce que pour un verger, est-ce qu'on pourrait mélanger le biochar avec le BRF? Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Le BRF, c'est pas le bois de trituration, c'est-tu le bois de démolition? Ça, c'est CRD. C'est quoi le BRF? C'est le bois raméal fragmenté, si je ne me trompe pas. OK, c'est le bois de deuxième classe, là. Il n'y a aucun problème à utiliser du BRF, en fait. C'est pas du bois contaminé, c'est de la fibre vierge, généralement. Et puis, il n'y a aucun problème à utiliser le BRF, par exemple, en pomiculture, whatsoever. Je veux dire, à partir du moment où tu respectes toujours les normes environnementales, tant du côté pyrolyse, c'est-à-dire pour les émissions, que du côté du biochar à la fin, parce qu'on s'entend que si jamais il y a un contaminant à l'intérieur, un métaux lourd, parce que tous les contaminants qui sont huile et autres vont être complètement éliminés du biochar, il n'y en aura plus aucune trace. Mais s'il y a des métaux lourds, on va les concentrer. Les métaux lourds vont rester dans le biochar. Donc, à ce moment-là, c'est important de vérifier à quelle teneur on va être, mais on est capable de les prédire. Moi, je sais qu'avec telle ou telle température, si on travaille à 300 ou à 600, je vais être capable de prédire les concentrations à l'intérieur qu'on va avoir des biochars. Donc, à ce moment-là, on sait d'avance si ça vaut la peine, si ça ne vaut pas et quel type de marché qu'on va aller chercher pour ces biochars-là. OK, merci.
Je voyais, Mélissa, que tu regardais un peu les questions. Y avait-tu une question en particulier que tu voudrais peut-être toucher? Là, il nous reste peut-être du temps pour une ou deux questions. On parle ici de la date limite d'utilisation pour conserver les propriétés. Ben, comme je dis, ça dure des centaines, voire des milliers d'années, donc il n'y a pas vraiment de date limite. Cela dit, ça va dépendre si ton biochar a déjà été, on pourrait dire, tu sais, le biochar va absorber certains nutriments dans le sol, donc, mais après ça, va les relâcher. Donc, si tu es rendu à ta 10e année et que ton sol est épuisé, ça se peut que tu n'aies plus nécessairement ces nutriments-là dans ton sol, mais d'une façon ou d'une autre, tu vas pouvoir réutiliser ton biochar. C'est sûr que ça va pas ton sol, mais le biochar, il n'y a pas de deadline. Il ne meurt pas de toute façon. Il n'y a pas de date d'expiration, là. Non, c'est ça. Et même un biochar qui va rester à l'air libre pendant longtemps, en fait, il va avoir une inoculation naturelle des bactéries et des virus, pas des virus, mais des champignons aériens qui vont s'y installer, qui vont pouvoir se développer. Donc, à ce moment-là, tu peux quand même avoir une modification de ton biochar avec le temps. Mais en général, c'est des micro-organismes favorables aux plantes. OK, merci. J'essaie de voir ici. On a le temps peut-être pour une dernière question. Lors de l'achat de biochar, quelles sont les propriétés affichées et à surveiller? Ça, je pense que c'est une question. Tu veux y répondre? Tu veux que je réponde? Non, tu peux y aller répondre. Well, ça dépend pour faire quoi. Comme vous avez vu tantôt tous les marchés qu'il y a sur le biochar. Donc, la réponse, c'est tout et rien. En fait, ça dépend juste de ce que tu veux faire avec le biochar. Si c'est pour le traitement de l'air, bien, la granulométrie, l'absorption, la surface spécifique va être importante. Si c'est pour une croissance d'une plante, tu vas regarder, ou c'est un sol qui est compacté, tu vas regarder la densité, tu vas regarder la rétention en eau, tu vas regarder la granulométrie, pKcAMG, donc les éléments nutritifs que tu vas amener, le pH. Si c'est pour un amendement en pot, par exemple, dans un terreau, bien, il faut que tu prennes en considération les autres ingrédients du terreau. Là, il faut que ce soit complémentaire, la granulométrie, le pH, la rétention, la surface spécifique va être importante. Donc, vraiment, ça dépend beaucoup, beaucoup de ton application. OK, merci. Une suite de la question de Sylvain de tout à l'heure. Est-ce que toutes ces informations sont accessibles lors de l'achat? Non, ça dépend où tu l'achètes. Si, par exemple, tu viens nous voir puis tu nous demandes pour cette application spécifique-là, oui, nous, on va demander les analyses qui vont être importantes pour cette application-là. Par contre, si tu vas sur Internet, non. C'est simple. Non, c'est pas tous les producteurs qui vont nécessairement lister les propriétés, les caractéristiques qui sont importantes pour ton application particulière ou même juste en général. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les contacter si vous souhaitez vraiment acheter en ligne. Vous pouvez contacter ces gens-là directement. Mais il faut aussi savoir quelles propriétés vous allez avoir de besoin puis comment elles vont réagir au niveau de votre application. Parfait, merci. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui pour les questions. Là, je vois qu'il y a des gens qui discutent de BRF là, dans le chat, donc je vais vous laisser continuer la conversation. Donc, pour le temps, là, on arrive à la fin. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé par courriel. Merci beaucoup à Suzanne et Mélissa pour la présentation d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Puis voilà, si vous avez d'autres questions, là, n'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Encore une fois, l'enregistrement va être envoyé par courriel et pour ceux et celles qui désirent rejoindre, visionner les autres webinaires, désolée, je vous invite à vous inscrire comme membre. Là, vous avez l'opportunité de regarder tous les autres webinaires. Donc, merci encore, Suzanne et Mélissa. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin? Merci de nous avoir écoutés pendant tout ce temps-là. J'espère que ce qu'on a transmis, c'est intéressant puis surtout relevant. Je peux dire en anglais, j'ai bien la misère en français. C'est correct, on est bilingue. Évidemment, vous pouvez nous contacter si vous en avez besoin, soit par courriel ou notre site internet, c'est gkenviro.com.
Fait que, ben, merci. Puis j'espère qu'on va faire un autre webinaire dans le futur, peut-être plus poussé, peut-être sur d'autres applications encore avec Régénération Canada. Oui, peut-être avec, ben merci beaucoup, puis peut-être aussi avec un sujet un petit peu plus précis, parce que là, c'était tellement large comme sujet qu'on c'est un petit peu dur de toucher, mais on pourrait regarder, effectivement, là, on parle de BRF ici, il y a différents échanges qui se font, il y aura des réponses, mais c'est pas, nous, on n'est pas biochar à tout prix. En fait, si on a des solutions alternatives qui sont plus intéressantes que le biochar, on va favoriser ces alternatives-là. Pour nous, le biochar, la pyrolyse des résidus, c'est quand on ne sait plus quoi faire avec nos résidus, puis que toutes les autres alternatives sont soit pas rentables, soit pas faisables parce que c'est trop humide, trop ci, trop ça, puis que ça ne rentre pas dans les machines. C'est là où, pour nous, on a vraiment un plus-value de transformer par la pyrolyse. Puis, je voulais juste ajouter, nous, je pense que ça va être presque certain qu'on va être justement au symposium encore en mars prochain. Prochain. Oui. Ça se peut peut-être qu'on va donner une présentation. Donc, si vous y êtes, faites-nous signe. Si vous avez d'autres choses à discuter en mars, venez nous voir, puis on va être vraiment ravis de vous en parler. On est là pour ça. Ben oui, ben merci pour ça. Puis c'est ça, justement, aujourd'hui, c'était parfait, une belle introduction au sujet. Puis là, on va voir aussi à travers les questions là, sur quoi les gens s'intéressent puis aimeraient avoir plus de précision, qui est à en discuter avec vous, justement, au symposium ou lors d'un autre webinaire. Donc, merci encore. Puis bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir.